Mardi 21 janvier, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Consultation publique, les quartiers prioritaires ont la parole. Les habitants de la zone urbaine et de Mo-Oréa invités à donner leur avis. Un questionnaire en ligne et des équipes sur le terrain pour recueillir les besoins. Nous les avons rencontrés à Mahina. Le PUHIPA de Punaouia fait peau neuve. Objectif, faciliter les démarches des demandeurs d'emploi. Qui dit nouvel espace dit nouveaux équipements. Avec un taux croissant de demandes, la commune se prépare aux défis économiques. L'ananas, nouvelle star de l'agriculture locale, à Ayatia, la production est en plein essor et nous le verrons. 213 tonnes commercialisées en 2023. Explication de ce succès dans votre journal. Mais d'abord, cette consultation publique sur le contrat de ville révisé pour 2025-2030. Les habitants des quartiers prioritaires de la zone urbaine ou de Mo-Oréa sont invités à donner leur avis. Cadre de vie, insertion professionnelle ou encore cohésion sociale. Un questionnaire en ligne est disponible depuis mercredi. Les équipes ont démarré leur tournée dans les communes comme ce matin à Mahina, Laure Philibert, Mataï Hourey. Vous savez ce qu'on vous avez à faire, on doit aller sur les quartiers pour justement les questionner. C'est le premier quartier de Mahina qui reçoit la visite d'une équipe mandatée pour écouter ses habitants. Orofara est l'une des 14 zones prioritaires de la commune. Ses habitants bénéficient d'un accompagnement du contrat de ville. Pour déterminer les priorités, une consultation publique est organisée. C'est toujours mieux d'avoir une tête en face pour rencontrer, pour poser des questions. C'est toujours mieux que d'aller sur un site. Donc c'est aussi l'objectif de cette venue dans le quartier, c'est de pouvoir accompagner physiquement ces personnes qui ne savent peut-être pas qu'est-ce qu'on vient faire dans le quartier. Ce sont 4 services civiques avec moi et avec 2 agents de la commune aussi. Voilà. La double consultation sur le terrain et en ligne est appréciée. Terrain de jeu pour enfants, matériel sportif, assistance médicale, les requêtes sont multiples. Comme je ne suis pas tellement connectée, j'ai préféré aussi qu'ils passent pour répondre en papier. Moi, à l'instant même, il n'y a pas encore. Sinon, j'ai besoin pour mon mari, comme lui, il est malade, il est gravement malade maintenant. Alors, il a besoin d'un soutien pour l'emmener à ses visites, quoi. 70 000 habitants de la zone urbaine sont concernés par le nouveau contrat de ville. Le syndicat qui l'élabore prépare les grands axes qui le composent depuis plusieurs mois. On est sur l'emploi, comment aider les habitants des quartiers à trouver un emploi, à s'insérer. On est aussi sur l'accompagnement sur la santé, l'éducation, les familles, le cadre de vie, améliorer les conditions de ces habitants dans la vie de tous les jours. Si vous habitez dans l'un des quartiers prioritaires de l'agglomération de Papeete, vous pouvez participer jusqu'au 2 février. Pour bénéficier de financement, les quartiers doivent se constituer en association. 300 millions de francs sont alloués au contrat de ville 2025-2030. Il doit être signé en juillet prochain. Un espace plus grand pour les demandeurs d'emploi à Punaouia, le PUHIPA fait peau neuve. La cellule emploi créée en 2012 par la commune a été réaménagée pour faciliter les démarches des usagers. Au cœur de l'hôtel de ville, la fréquentation de ce service de proximité n'a cessé de croître ces dernières années. Thomas Chabrol, Tohiti Tauniwa Moussan. À 24 ans, Vaïti a ouvert la porte du PUHIPA pour trouver un emploi. Après être passée par le CEFI et déposé plusieurs CV, elle obtient finalement un CVD, comprenait un contrat du corps de volontaires au développement. Cet outil d'insertion professionnelle s'est concrétisé par la signature d'un CDI en décembre dernier dans une entreprise de formation. J'étais à la recherche d'un emploi et puis c'est ma maman qui m'a proposé de déposer au PUHIPA. En tout cas, je conseille à tout le monde, pas que les jeunes. Le PUHIPA est là pour vous aider. Pour répondre à la demande croissante des usagers, la salle a été réaménagée. Mieux équipée, elle facilite les démarches de recherche d'emploi, CV, lettres de motivation, dossiers de formation. Chaque jour, une dizaine de demandeurs d'emploi se rendent dans ce service de proximité. Parce qu'on a principalement des gens qui sont, on va dire, très éloignés de l'emploi.
Pour information, on a par exemple sur, on va dire, 2% de personnes qui sont diplômées d'études supérieures. On a principalement des personnes qui sont titulaires de CAP, BEP, voire qui n'ont pas de diplôme ou juste le bac. Le maire de Punaoya constate une hausse des demandes dans sa commune. En septembre, 1500 personnes avaient participé à la première journée de l'emploi pour une cinquantaine de postes à pourvoir. L'emploi qui s'inscrit comme un enjeu de proximité. C'est important de travailler avec nos entreprises de proximité parce que c'est plus facile à travailler les projets. Il faut que les collectivités, en tout cas la commune, travaille à développer donc le secteur économique de la commune. On a un projet de doublement de la zone industrielle de la Punaru qui va être une réalité dans le futur et être source, bien sûr, d'offres d'emploi au bénéfice de nos demandeurs. Développer, mais aussi s'adapter au marché. Lors de l'ouverture d'une grande surface du sport dans la commune, une formation spécifique en vente a été proposée. Le secteur de la sécurité recrute aussi. Au total, dans les bases, 600 personnes sont accompagnées. Les entreprises proposent chaque année à Punaoya plus d'une centaine d'offres d'emploi. Au tribunal correctionnel ce matin, une femme était jugée pour escroquerie. Elle avait entrepris la construction d'un immeuble résidentiel à Punaoya sans permis de construire. Elle avait également embauché ses ouvriers sans les déclarer. La femme, se présentant comme chef d'entreprise, avait déjà été condamnée à de la prison ferme pour trafic d'ice. Pour ce dossier, elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Elle devra dédommager un des ouvriers qui s'était constitué partie civile. Elle devra également rembourser 15 millions de francs à une société d'assurance. Des documents frauduleux avaient été utilisés pour percevoir des remboursements. Son fils, qui avait produit ces documents, a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Nous vous l'annoncions hier, Donald Trump, 47e président des États-Unis, dès son arrivée a annoncé des mesures marquantes, notamment sur les droits des personnes transgenres, le projet Stargate utilisant l'intelligence artificielle et l'immigration, un sujet qui résonne particulièrement auprès des Sud-Américains du Fénois. Bien que peu concernés par les restrictions, leurs pensées se tournent vers leurs proches. Explication de Naya Bennett, Vetiari Nauta. Nous allons arrêter l'invasion à nos frontières. C'est avec ces mots que Donald Trump lance sa campagne anti-immigration. Une déclaration suivie de la signature d'un décret mettant fin au droit d'asile et au droit du sol, un droit protégé par le 14e amendement de la Constitution. Le président dit viser les entrées illégales, mais pour Cecilia, mexicaine-française installée au Fénois depuis plus de 20 ans, c'est une utopie. Parce que les gens ne vont pas arrêter d'essayer de passer la frontière, ça c'est sûr. Donc ils vont trouver, comme ils l'ont toujours trouvé, des moyens incroyables. Il y aura toujours des accidents, des gens qui meurent parce qu'ils essayent de passer par la mer. Colombienne ayant également la double nationalité française, Sol Perdomo vit elle aussi à Tahiti. Si ses origines lui attirent souvent des contrôles aléatoires au poste aux frontières américains, elle s'y est habituée. Pour elle, ce décret ne peut qu'être contre-productif pour les États-Unis. On sait tous que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Donc même si il prend ses décisions, ça va être très difficile pour les sociétés américaines de se passer un peu de cette main-d'œuvre mexicaine ou sud-américaine qui vient travailler aux États-Unis. Donc, mine de rien, même s'il veut avoir un discours populiste, d'ailleurs on tend vers ça, ça va être compliqué. Le nouveau président américain a annoncé le renvoi de millions d'immigrés à la frontière avec le Mexique, une annonce qui mettra en difficulté le pays qui sert également de porte d'entrée à d'autres immigrés de l'Amérique du Sud. Ces déportations massives, le problème c'est que c'est beaucoup de monde, ce n'est pas que des Mexicains, c'est des gens de tous les pays de Latine-Amérique qui au moment de déporter, ils vont finir au Mexique. Et alors c'est nous qu'on va rester avec cette situation. Si aujourd'hui ces femmes sud-américaines ne sont pas préoccupées par leur sort, c'est à leurs familles et leurs compatriotes que vont leurs pensées. La Fédération des maisons familiales rurales de Polynésie, avec ses 8 antennes, participe au programme Erasmus+. Ce projet de 7 millions de francs financé par l'Europe permettra à 6 jeunes Polynésiens de partir en France en mai prochain pour découvrir de nouvelles cultures tout en valorisant leurs traditions. Reportage de Nicolas Pérez, Mérétéatou.
Encourager l'esprit d'initiative de ces étudiants et renforcer leur sentiment d'appartenance à l'Europe, voilà pourquoi la Fédération des maisons familiales rurales a intégré dans son cursus le programme Erasmus+. Un projet d'échange et de partage entre la Polynésie et l'Europe basé sur des domaines comme la culture, l'environnement ou la médecine traditionnelle. Des initiatives dont les autorités pourraient être appelées à s'inspirer, à l'image du député Moerani Frebo. Pour lui, ouvrir le champ des possibles à cette jeunesse est un impératif. C'est vraiment intéressant pour eux de pouvoir s'épanouir, de pouvoir échanger et s'ouvrir au monde et voir d'autres types de techniques agricoles comme ils ont pu nous le montrer dans les ateliers ou d'autres types d'échanges culturels. C'est vraiment quelque chose de positif. Ils nous ont dit d'ailleurs venir à Paris en mai, donc on va préparer aussi un petit programme pour eux avec la visite de l'Assemblée nationale. Je vais faire en sorte aussi, s'ils veulent bien, d'organiser une rencontre avec le ministère de l'Agriculture pour qu'ils puissent présenter tous leurs projets, toutes leurs réalisations. Au total, 6 jeunes ambassadeurs polynésiens s'envoleront vers la France au mois de mai pour partager pendant 15 jours leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être. Nous partirons avec une délégation des MFR pour représenter les différents projets qui se sont déroulés sur le territoire lors du festival des jeunes DMFR à Strasbourg. Originaire de Veirao, Inari souhaite devenir agricultrice et n'attend qu'une chose, échanger avec ses homologues européens. Je serais fière d'aller représenter notre culture en France, leur montrer notre savoir et ce que nos ancêtres nous ont appris. Présentes depuis plus de 40 ans sur le territoire, les MFR sont devenus des piliers de l'éducation et de la formation en Polynésie. Ainsi, le pays souhaite renforcer leur cursus. Ce que je tiens aussi, c'est à faire monter nos MFR en compétences. Actuellement, elles délivrent un diplôme de CAP, mais elles peuvent monter jusqu'au niveau du bac. Et c'est un des projets également que nous développons, notamment avec la MFR EO de Papara. Cette première expérience Erasmus+, pourrait être reconduite dès l'année prochaine pour consolider ce réseau de collaboration entre le Fénois et l'Europe. Du football à présent, la sélection tahitienne est en route pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Objectif, briller contre la Nouvelle-Calédonie en mars. Olivier Huc a assisté aux entraînements. Regardez. Mais ces bons ingrédients-là, ils sont très importants. Ok les mecs, capi, parlez-vous entre vous. Ils sont concentrés car l'enjeu est palpable. La qualification pour la Coupe du Monde 2026 est dans leur ligne de mire. Sur le terrain, pas de place pour l'approximation. Chaque détail compte. On sait tous que le match de la demi-finale, ça va être très important pour nous tous. Et ça va peut-être changer notre vie. Et on va essayer de bien se préparer pour bien accueillir la Calédonie. Voilà, tranquille. Les joueurs menés par leur coach se retrouvent chaque semaine pour des séances intenses, mais c'est le travail individuel qui pourrait faire la différence avec une équipe déterminée et un coach motivé. Je suis content parce qu'on a l'autorisation de pouvoir être ensemble 2 fois par semaine, le lundi et mardi, qui sont des séances très importantes au niveau de la semaine. On se prépare comme il faut, sans pression, pour aller jouer, comme tu disais, ce match important le 21 mars à Wellington. Les joueurs, quant à eux, se concentrent sur l'amélioration de leurs conditions physiques pour tenir le rythme des équipes adverses. Là, on essaie de perdre un peu plus en poids, en essayant de travailler plus physiquement et tout, et pour avoir un plus contre la Calédonie, parce qu'on sait beaucoup que la Calédonie, ça joue beaucoup, ils courent beaucoup, mais on essaie de travailler ce côté-là pour essayer de déséquilibrer la Calédonie. Les Tahitiens sont déterminés à tout donner pour décrocher leur place en Coupe du Monde FIFA 2026. Travail physique ciblé, cohésion d'équipe, des éléments essentiels pour affronter des adversaires coriaces dans les mois à venir. Reste à savoir si ces efforts porteront leurs fruits. Direction Raiatea pour parler agriculture. L'ananas fait un retour en force et y trouve une place centrale dans l'agriculture locale. En 2023, pas moins de 213 tonnes d'ananas ont été commercialisées, dont 2 tonnes issues de l'agriculture biologique. Comment expliquer ce véritable boom agricole? L'éclairage de Ronnie Moffat. Depuis 2018, la culture de l'ananas à Raiatea a littéralement explosé, comme en témoignent les chiffres. En l'espace de 7 ans, la production a augmenté de 900% pour atteindre aujourd'hui 213 tonnes. Depuis que je suis arrivé en 2016, ça fait un peu un boom.
tout le monde s'est mis à planter les ananas. Là, ça fait un bon bout de temps. Ils ont eu plein d'ananas, quoi. Déjà l'année dernière, l'ananas a explosé à réalité. Cette croissance fulgurante s'observe notamment dans les circuits formels, dans les magasins, les hôtels, les cantines et même les paquebots. Les ananas de Raiatea sont livrés en quantité. Le nombre de producteurs a également bondi, passant de 3 à 15 exploitants, une expansion largement portée par les efforts de la direction de l'agriculture de Raiatea et de ses nouvelles mesures comme l'accès facilité au domaine public. Fredo, l'un des grands producteurs de Taputapuatea, a ainsi multiplié par 8 sa surface d'exploitation pour atteindre aujourd'hui 16 hectares. On est passé de 19 tonnes à plus de 220 tonnes. Donc c'était un des objectifs du schéma directeur de l'agriculture. L'idée, c'était d'une part d'augmenter la chalandise sur le marché de l'ananas sans frais pour les Issoulevents, notamment les hôtels et les cantines scolaires, mais aussi de compenser l'arrêt d'activité d'un gros producteur sur Tahiti, qui avait entraîné une grosse diminution du volume d'ananas produit. Du côté de la filière informelle, le bio représente environ 25% de la production. Celle-ci est vendue directement au bord de route, selon la tradition, du gré à gré. C'est un marché à développer parce qu'il y a de plus en plus de demandes et les gens ont pris conscience que le bien manger, ça passait avant tout par l'assiette. Mais tout n'est pas rose dans le paradis de l'ananas. Comme à Moria, les agriculteurs de Raiatea doivent faire face à des problématiques de taille, les finances, les ressources humaines et matérielles, sans compter l'ennemi numéro 1 des producteurs, une liane invasive surnommée l'herbe à cresson ou l'herbe de la mort. Ce ravageur naturel est une véritable menace pour les cultures, comme le déplore Fredo. On dit à Moria, on dit herbe à cresson. C'est ça qui a tué tous les agriculteurs à Moria. Ça, c'est le fléau. Cette herbe, quand on tue avec le désherbant, ça ne tue pas. Et il est plus coriace que le vidélia et le mapoupé, quoi. Un champ d'ananas, tu n'arrives pas à maîtriser. Tu consommes quand cette herbe il pousse, d'ici 3-4 mois, ça y est, c'est fini, carrément couvert les ananas. Et après, les ananas s'étouffent et on ne peut plus rien faire, quoi. Pas de quoi empêcher l'ananas de redevenir un fruit emblématique à Raiatea, au même titre que la pastèque pour Huahine. C'est sur cette note sucrée que l'on clôture cette édition. Dans quelques instants, votre film La montagne entre nous. Passez une excellente soirée sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. On se retrouve demain à cette même place. Très bonne soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.